Donc voilà, tiens, là il y a un sac de patates. Donc voilà, ils testent avec les pommes de terre pour voir où ça atterrit. Et une fois que c'est bien positionné, ben, ils envoient les colis. Mon père exerçait, mon oncle exerçait, mon cousin exerçait, mon frère exerçait. J'ai même vécu autour d'une maison d'arrêt. Généralement, ce sont des stupéfiants et des téléphones portables, des chargeurs, clés USB. En règle générale, c'est ça. Et il y a toujours un petit nom dessus, un surnom, on va dire. Et ça s'adresse à telle personne. J'ai bien sûr effectué des études auparavant. Je sors avec un BTS Action Commerciale, exactement. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter de faire ce métier. Entre guillemets, si vous voulez vraiment l'éviter, on l'éviterait. Donc il y a un petit côté, j'ai rien vu, c'est bon, tout va bien. Il y a des stupes qui rentrent, ça les calme. Le mec, quand il fume son bordel, derrière, il est calme et il te casse pas les bonbons, quoi. C'est tout. Demain, il n'y a plus de shit en prison, t'es mort. Je suis un papa, un psychologue, ou le confident, et l'exemple. Et on est aussi forcément l'autorité, donc on peut être aussi... on est des enculés, quoi. Ah, un souvenir d'enfance, ça va être une évasion, une tentative d'évasion. Puisque moi, en fait, où j'habitais, dans l'immeuble, j'avais vue sur la cour. Et donc, je me rappelle, j'étais donc pareil, plein d'alarmes et tout ce qui s'ensuit. Mon père se rend disponible, descend de l'appartement, il court, je le vois partir en courant. Alors, ça fait un peu peur, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait, on sait jamais, qu'est-ce qui peut lui arriver. Et en fait, je vois le détenu qui court et qui commence à monter les grillages. Et moi, j'étais à la fenêtre, je criais, ouais, il est là, il est là, il est là. Enfin bon, c'était drôle, hein, je devais avoir quoi, 8-10 ans, un truc comme ça, quoi. Enfin voilà, ouais, un truc qui m'a le plus choqué. Et avec un hélicoptère, justement, qui était stationnaire au-dessus, parce qu'à la base, il venait le chercher avec une corde de l'hélicoptère. Ouais. C'était très vieux, j'avais 8-10 ans. Je dirais que, entre guillemets, c'est même Enfin, moi, j'ai vécu mon enfance comme de la chance, puisque par rapport à d'autres copains que j'avais à l'extérieur, si je pouvais dire, enfin, en gros, à l'école, qui pouvaient pas sortir plus loin que chez eux ou autre, juste en bas de l'escalier. Moi, j'avais la chance d'avoir un grand domaine où on pouvait faire des chasses à l'homme, des foot ou autre. Moi, je voyais pas le côté prison, en fait. J'avais plein de copains. Le seul point négatif, en gros, c'est que, vu que les gens, ils viennent travailler, ils viennent travailler souvent à Paris et ils ne sont pas de Paris. Donc en fait, le plus difficile, je pense que c'est ça, parce qu'on s'attache à des personnes et qu'on ne revoit jamais ou qu'on n'a plus du tout de nouvelles, quoi. Où j'ai grandi, il y a beaucoup d'animation. Donc il y a donc des associations au niveau des personnels. Donc on avait la chance, on participait à des crosses, il y avait des soirées dansantes tous les mois pour les personnels. Donc les enfants étaient présents, c'était très familial, très cool, et vraiment une super ambiance. On va dire comme une vie de caserne, en fait, hein, comme ce que peuvent vivre les militaires ou les gendarmes, quoi. Mon premier jour en prison, je suis rentré dans la prison où j'ai vécu toute mon enfance autour. Et même si je connaissais les murs par cœur de l'extérieur, je m'imaginais pas la prison comme ça. Donc j'étais très impressionné. Des murs très hauts, ça résonne énormément. Les portes qui se claquent, des grandes grilles. Je me dis là, ouais, ça y est, c'est ça la prison. Ouais, ça fait peur. Et je m'attendais à voir un gros détenu, comme on dit, un voyou, enfin un truc comme je voyais à la télé, en fait, hein, tout simplement. Et en fait, je tombe sur un petit gars tout à fait normal, un peu craintif, et je me dis, bon, en fait, je n'avais pas cette image-là, en fait. Pour moi, c'était que des tatoués, des gros balèzes, et
que les gens qui font flipper, que tu vois à la télé, enfin les gros bandits, quoi. Bah, je me suis dit, reste vigilant, fais attention à toi. Observe, écoute bien les conseils des anciens tous les conseils des anciens qui vont te dire, parce que on sait quand on rentre, on sait pas quand on ressort. C'est usant. Le soir, tu rentres, t'es KO, quoi. Entre eux qui parlent fort, les alarmes qu'il peut y avoir, les interventions, on claque toutes les portes pour que tout le monde réagisse. C'est clac, 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 dans tous les sens. Et après, les deux verrous. Bah, bah. Et ce bruit-là, il parle, quoi. Bah, bah. Ensuite, bah, t'as ceux qui pètent les câbles, qui crient. Enfin, voilà, ils sont un peu barjots, quoi. Donc, ça gueule, quoi. Des fois, moi, je dis, je suis dans la jungle, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Moi, personnellement, je le vis très bien, quoi. Comme je dis, je pars du travail, la porte est fermée. J'arrive chez moi, je fais pas d'amalgame, en fait. Et vice versa, quoi. Si j'ai un gros problème demain chez moi, c'est pas à eux d'en avoir les conséquences. Je connais pas tout, mais je pense qu'aujourd'hui, en 20 ans, oui, j'ai pris pas mal d'expérience. Et ça me permet, je pense, de gérer tout ce stress aussi, quoi, malgré tout. Et puis, j'ai aussi des responsables au-dessus de moi, hein. On se réunit, on débriefe et on essaie chacun d'apporter les meilleures solutions possibles, quoi. Ouais, peut-être une carapace, ouais, qui se fait. Moi, personnellement, alors, il y en a plein d'autres qui ne gèrent pas bien tout ça, hein, comme chez les flics, hein, on a un taux de suicide assez important. Il y en a qui arrivent pas à faire la part des choses, justement, qui sont trop encore dans leur contexte, je pense, professionnel, qui voient donc toute cette misère et ils pètent les plombs, quoi, tout simplement. Après, bah, il y a aussi le contexte que des gens de province qui vivent à Paris, il y a le contexte familial aussi qui joue. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être bien équilibré dans sa vie de famille pour pouvoir bien gérer les deux, tout simplement. Ah, voilà, moi j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs qui connaissent aussi un petit peu ce contexte, parce qu'ils ont aussi vécu dedans. Avec mes parents, ça se passe très bien aussi, donc je pense que c'est un bon équilibre, quoi. Ensuite, bah, c'est vrai que je côtoie beaucoup de collègues, et on parle aussi entre collègues, hein. Et même des fois, on se dit, le premier qui commence à parler de ce qui se passe à la prison, voilà, quoi, il dégage, quoi, en gros, quoi. Ou il a un gage ou une connerie, parce que ça vient très très souvent sur le tapis, quoi. Donc faut aussi savoir déconnecter, quoi. Mais je pense que si j'avais pas connu le système, moi j'aurais eu peur. J'aurais été flippé d'aller en prison, quoi. Me retrouver avec des criminels, me retrouver avec des gens qui vivent en cité, qui vivent dans la violence. Hein, ils sont habitués à tout ça, à se battre tous les jours. Moi j'aurais eu peur de me faire dépouiller, de me faire prendre tout ce que j'ai, de me faire racketter. Ouais, j'aurais peur de ça, ouais. T'as des bagarres où t'as le mec qui est au sol et ils sont 10 autour à le défoncer, quoi. Une petite étincelle, ça fait tout démarrer, quoi. Il y a pas de un contre un, quoi. Alors tu vois au départ, hein, il y a une droite qui part, une deuxième, et le mec il est au sol et t'as tout le monde qui arrive, il le lynche, quoi. C'est le groupe qui fait que, voilà. Et les familles. T'as des familles, ils sont 3 frères, hein. Donc bon, c'est un peu plus facile que quand t'es tout seul comme un con, quoi. J'en ai vu des grands costauds, ouais, moi il m'arrivera rien, et le mec il s'est fait exploser, hein. Bah, tu veux faire quoi? C'est là que tu vois la haine qu'ils ont en eux, quand même. On les dispatche, on va dire, au sein des prisons, par rapport aux différentes villes ou aux différents quartiers, et par, entre guillemets, origine, aussi. Je vais pas mettre une personne qui fait partie des gens du voyage avec un maghrébin. En règle générale, ça passe pas du tout.
Ça peut être compliqué, mais on arrive à gérer, quoi. Puis eux demandent aussi. Tenez, ah bah, tiens, je connais telle personne à tel endroit, est-ce que je peux aller avec lui? OK, ça marche. Donc moi, j'accepte. Maintenant, c'est suivant le comportement. Il faut que tu sois correct avec les agents, correct avec ceci. Autrement, bah, je te laisse dans la jungle. Il faut savoir que eux vous connaissent plus que vous les connaissez. Vous êtes tout seul, ils sont 50, par exemple, sur un étage, une moyenne de 50. Donc eux parlent entre eux. Il se passe un fait avec un, ils vont se le raconter. Donc nos réactions, ils les connaissent bien aussi. Ils vont voir si ça se voit sur une personne qu'on n'est pas bien. Mais ils le sentent. Ils le sentent. Un détenu test tout le temps. Donc en fait, il faut vite mettre des barrières, quoi. Même si c'est en rigolant. Ah, surveillant, ah, tu pourrais te faire un petit billet et tout. Ouais, bah tiens, un petit portable, machin. Ah, non, mais je rigole et tout. Bon, voilà. Donc là, il faut mettre une barrière directe et dire bon, écoutez, vous continuez, moi je fais un écrit, terminé. Après, le problème, c'est que faut savoir qu'un jeune agent ne gagne pas beaucoup d'argent au départ. Celui qui rentre, il est à 1 500 euros. Et ça, les détenus le repèrent tout de suite. Ils repèrent leur proie, hein, t'inquiète. Hein, ou ils entendent ce que les gens disent entre eux. L'autre, il dit ah putain, les impôts sont tombés là, j'ai 1 500 à payer, je suis dans la merde. L'autre, il entend ça. C'est une petite proie facile. Et ça part comme ça. Si t'es pas fait pour dire non, fais autre chose. Hein. Tu peux être très bon dans un autre domaine. Donc soit tu te mets du bon côté, ou soit tu dégages, quoi. Beaucoup aussi, maintenant, les femmes, en milieu homme, par amour. Là, la dernière, c'était une infirmière qui tombe amoureuse d'un détenu. Voilà. Le détenu, je pense que ça s'en est vraiment servi, tu vois. Et puis, bah voilà, la rentrée des stupes, téléphone portable, elle s'est fait serrer au portique. Et puis, bah, bon, voilà, elle a dégagé. Puis une surveillante, la même histoire. Pareil, tombée amoureuse d'un détenu. Enfin bon, truc de fou, quoi. Il y en a, je connais depuis qu'ils ont 18 ans, et ils ont 30 ans, et ils ont toujours pas compris, quoi. Et ça me fait chier quand même, parce que je me dis, putain, il est en train de niquer sa vie. Et très souvent, hein, arrivé à 40 piges, le mec, il dit, ouais, j'ai rien fait de ma vie. Il regrette quand même tout ce qui s'est passé, quoi. La première fois, on le sait pas. Mais la deuxième, la troisième, la quatrième, on le sait. Le mec, il a pas fait d'études. L'éducation, bon, les parents, ils font comme ils peuvent. J'en veux pas forcément aux parents. Après, ils sont des familles nombreuses. Ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Il n'y a pas de thunes. Le père, il travaille pas. La mère, elle est au chaud. Enfin, voilà, personne bosse. Le mec, il gagne tant par mois. Moi, des fois, ils me disent, il ressort. Mais il dit, ça se trouve, je vais dans 6 mois, mais qu'est-ce que je fasse d'autre? Je vais pas aller travailler pour 1 200 balles. J'ai pas de diplôme, j'ai rien. Donc le mec, il va recommencer dehors, c'est logique. Et ça, je peux le comprendre. Tu vois? Je suis, ouais, bah ouais, malgré tout, il faut bien qu'il bouffe. Enfin, tout ça, quoi. Et la prison, quoi qu'il se passe, il peut faire 10 ans, bah, il va ressortir, il va recommencer. C'est ça le problème. Et donc, c'est une chaîne sans fin, quoi. Bon, en règle générale, quand je vois arriver un détenu, j'ai 80% de chance, je sais pourquoi il vient. Par rapport à son comportement, sa démarche, son allure. Un peu renfermé, un certain âge. Souvent, on se dit, tiens, lui, il a dû faire des attouchements, il a dû faire. Enfin, voilà. Après, on va dire le petit gars de cité qui arrive, wesh, ça va. Tu vois, machin, ah, ça va, surveillant, non, non, non. Enfin bon, déjà, lui, il connaît. Lui, je dis, voilà, et c'est bon, c'est du stup, en gros. Enfin, voilà, quoi. Donc, on arrive quand même à vraiment bien identifier à qui on a affaire. Le vrai détenu d'avant, il disparaît. Je trouve qu'il y en a de moins en moins, en fait, avec de l'éthique, de l'honneur. Il y a moins de respect, il n'y a plus de peur du flic du tout. J'ai fait un gros coup, je me suis fait niquer, je me suis fait serrer. Voilà, j'assume. Je trouve qu'aujourd'hui, ils assument beaucoup moins.
pour certains, c'est une fierté d'avoir été en prison. Ouais, j'avoue, j'avoue. Mais bon, c'est ce qui les fait monter en grade. Et ils ont plus peur de rien. Mon père a gardé Mesrine, voilà. Donc il disait, mais le mec, il était correct, hyper correct. Il aimait pas la haute société. Mais maintenant, il avait dit, si un jour je suis en cavale, t'es avec tes enfants, ta famille en train de pique-niquer, je te demande ta voiture, tu me la donnes. Point. On fait ok, mais point. Après, le mec, il allait pas te mettre une droite ou quoi que ce soit, quoi. Donc, on va pas être dans le petit conflit de détenus classique qui va t'insulter. Tu dois tout le temps redoubler de vigilance. Moi, je trouve ça génial. Les mecs, ils arrivent à taper une banque en passant par des sous-sols. Je trouve ça excellent, quoi. Enfin, moi, personnellement, demain, je prends 30 piges. Soit j'essaie de me barrer, ou soit, au bout d'un moment, ouais, c'est bon, je vais pas vivre 30 ans comme ça, quoi. On sait que Ferrara, c'est le number one en explosif pour péter un fourgon blindé. Donc moi, je comprends que le mec, il veuille se barrer. C'était 2003, donc 3 ans après, j'avais 3 ans de boîte. Et là, d'un coup, on entend un énorme bruit, une déflagration énorme. On entend la grosse sirène d'alerte générale, quoi. Et là, on apprend qu'il y a une évasion. Donc, Ferrara, par explosif, où ils sont passés par la porte chantier qu'on appelait. Et lui, il était au quartier disciplinaire, le bâtiment juste à côté, et ils ont pété les barreaux de la cellule par explosif, et ils sont venus le chercher proprement, et ils se sont fait la malle. Après, je pense qu'il y avait d'autres complices, un gradé qui était dans l'histoire apparemment, puisqu'il a pris quand même 7 ans. On entretenait de bonnes relations. On était presque potes, puisque il m'invitait des fois à boire le thé chez lui et tout, mec cool. Apparemment, il aurait dit qu'il était menacé par l'équipe Ferrara. Mais il s'avérait qu'en fait, il entretenait des relations depuis longtemps amicales avec Ferrara et sa clique, quoi. Moi, j'étais jeune dans le truc. Tu te fais guider aussi, quoi. Mais franchement, et tu te dis, eux, c'est des pros. Moi, je suis un pingouin. Moi, j'ai jamais tué quelqu'un. Je sais même pas comment j'aurais pu réagir, quoi. Enfin, je suis pas préparé à ça. Je suis pas préparé du tout. Mais t'as pas le choix. C'est ton job. Après, si j'avais voulu pas venir, je serais pas venu. Mais t'es vraiment pas rassuré, quoi. Presque à te faire dans ton slip. Y a pas honte, dès que t'entends un bruit, tu fais waouh, qu'est-ce que c'est, alors que c'est des bruits que tu peux entendre tous les jours. Malgré tout, la population pénale, pareil, ça bougeait, ça criait. T'avais quand même du feu, des flammes, des pompiers, il y avait tout un bordel, quoi. Là, là tu fais, ça y est, je suis à Doom. Je suis en train de jouer à Doom, mais c'est pas la même, quoi. Donc ouais, t'as du stress, t'as beaucoup de stress, t'as une grosse montée d'adrénaline. Alors, j'aime bien les montées d'adrénaline, c'est kiffant. Mais là, tu te dis, ouais, mais putain, s'il y en a un qui est vraiment là avec une arme, peut-être qu'il peut nous défoncer aussi, quoi. On a beaucoup de maladies chez nous, de gens qui viennent pour le travail, qui se mettent en maladie parce que ils sont fatigués, parce que pas mal d'addictions, l'alcool. Je pense aussi à un peu de stup chez les jeunes. On est enfermés tous les jours, comme je dis. On vit dans un contexte de baroudage. Les principales personnes que je vois, ce sont des gens qui sont du milieu. Donc ouais, non, c'est pour ça, je pense que c'est ça aussi. Le fait que là, on vit encore un peu en collectivité. Moi, des gens de dehors, j'en vois pas très très souvent. Et puis justement, j'ai envie plutôt de parler d'autre chose que de parler de ça.
fait, maintenant, j'ai moins d'empathie pour les autres. Ouais, ça m'est jamais arrivé de ressentir quelque chose. Quand vraiment le drame arrive, ça m'est arrivé, ouais, 2 fois, où il y en a un même qui s'est carrément, en gros, il a mis le feu à sa cellule pour rigoler et puis, il en est mort, quoi. C'est triste, hein, 18 ans, un petit jeune, tu vois? Ça fout les boules, certes, mais, je me dis: «Bon, bah, voilà, qu'est-ce que je pouvais rien faire», enfin, j'essaie de faire abstraction parce qu'autrement, ouais, je pense qu'on peut vite péter les plombs. Ouais, je pense. Il y a quelques années maintenant, bah, en service de nuit, l'agent qui m'appelle, voilà, le détenu, il avait fait un nœud avec son drap, il a déchiré des draps et puis, bah, il est pendu, faut savoir que, très souvent, ils se font dessus, en plus. C'était, je sais pas, j'ai l'impression qu'il était encore tiède et tout, enfin, c'était, donc moi, je me dois de couper la corde et de le positionner au sol. Ensuite, d'appeler toute, bah, ma direction, les autorités, ce qui s'ensuit et puis enquête derrière, quoi. Alors certes, ouais, c'est impressionnant, heu, c'est lourd, c'est très lourd, vraiment et un corps, c'est lourd. Un corps mort, ça fait drôle, quoi. Puis on se dit: «Ouais, enfin, je sais pas, ça fait bizarre, hein». Moi, j'ai l'impression que tant que ça me touche pas personnellement, je verrais ça chez moi, ça se trouve, je serais complètement choqué et c'est pour ça qu'à chaque incident de ce genre, voire autre, une cellule psychologique est mise en place, justement. On a un psychologue constamment présent, qu'on peut voir à tout moment. Donc, si on a besoin, non, on est quand même très bien suivi, très, très bien suivi actuellement. En 2000, je vous cache pas que ça n'existait pas forcément, dans les années 2000. On évite justement de mettre certains agents à certains postes. Par exemple, un truc bête, un agent qui on sait qu'il est en pleine séparation, on va peut-être éviter des fois de le mettre au Mirador, la nuit, par exemple. On ne sait jamais. Ou quelqu'un qui a perdu quelqu'un de sa famille, par exemple, aussi. Il y en a pas mal qui malheureusement font des petits séjours en psychiatrie, ça arrive parfois, ouais. Bon, c'est déjà mieux que de se mettre une balle au Mirador comme ça arrive, c'est encore arrivé dans l'année, hein. Bah, le mec, service de nuit, bah, il est dans son Mirador, je sais plus quelle heure il était, enfin souvent c'est en pleine nuit et puis, bah, il a sorti l'arme et boum, quoi. Voilà, il se suicide, quoi et ce qui est, je pense, compliqué surtout, c'est le collègue qui vient le relever, comme on dit, pour reprendre son poste, qui tombe là-dessus, quoi. À l'époque, j'étais encore, marié, donc ouais, j'en ai parlé à ma compagne qui m'a écouté, et puis je pense que ça fait du bien ouais, d'en parler. J'en ai pas rêvé non plus, hein, comme je dis, ouais, j'ai réussi à passer au-dessus, quoi. Tous les jours, il y a plein de téléphones, plein de shit, qui sont récupérés, hein. J'ai une anecdote d'un têtu énorme, énorme. Bah, lui, il devait en mettre je ne sais combien des téléphones, sous son ventre et tout, parce que c'est un peu délicat quand tu fouilles un mec. Tu dis: «Ouais, soulevez votre ventre pour que je vois», c'est délicat et il en faisait exprès même, tu vois? Il se lavait pas, comme ça, une odeur de ouf. Mais lui, je suis sûr que, on avait estimé une fois 3 parloirs par semaine. S'il met, allez, même 3 téléphones et allez, 20 grammes de shit à chaque fois, le mec, il est gavé. Admettons une barrette de shit, je sais pas, c'est 20 €, j'en sais rien, il y a 10 joints, admettons. Je dirais qu'en prison, c'est, ouais, c'est facile fois 3 fois 4. Facile. Les téléphones, pareil. Un téléphone, en gros, ça va du plus petit bas de gamme jusqu'à l'iPhone. Je dirais entre 400 et 1 200 €. Si on n'avait rien qu'un chien à l'entrée, bah, les stupes, ils seraient moins susceptibles de rentrer. Indirectement, je me dis: «C'est un peu voulu», parce que ça achète aussi, la paix sociale, comme je dis, hein, l'exemple, le mec il fume son pétard, il est éclaté, bah, il va bien dormir le soir, hein, et il va pas nous embêter, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'on nous demande de faire certaines choses sans moyens.
On nous parle de prison insalubre, de vétusté. Ah oui, c'est vrai, pas de problème. Et on me dit ouais, mais faut quand même leur donner ce qu'ils ont droit. Mais comment je fais? Être trop en cellule à la base, l'encellulement doit être individuel. Mais vu qu'on a une surpopulation carcérale, il faut bien qu'on les mette quelque part. Puisque le juge me donne l'ordre de le garder en prison. Dans les nouvelles prisons, les détenus ont un frigo, une plaque chauffante, une télé, une douche. Donc, vous voyez, c'est mieux que le Formule 1. Là, c'est possible de travailler. La personne, elle va se plaindre de quoi? Actuellement, où je travaille, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de tout ça. Donc, les détenus, ils se fabriquent, on appelle ça une chauffe, hein, avec de l'huile. Donc, forcément, ça crée de la fumée noire. C'est pas très bon à respirer. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Quand je vois qu'il y a le mur qui cloque, la fenêtre, elle ne ferme pas bien. Ils ont trois douches par semaine, puisque ce sont des douches collectives. On dispose en gros généralement de 5-6 douches pour 50 personnes. Donc on ne peut pas passer tout le monde chaque jour à la douche. Ben ouais, on a un peu honte quand même. Donc nous, on est tous favorables à ce qu'il y ait une douche pour chaque détenu en cellule. Je me dis, ouais, la pure des crapules qui soit dans un truc de merde, je m'en fous. Par contre, quelqu'un, entre guillemets, qui a fauté, qui a fait une erreur dans sa vie, ouais, ça me fout un peu les boules. Et moi, je serais à sa place, je ferais, putain, c'est pas très normal qu'on me donne ces conditions-là, quoi, tout simplement. La prison, ça doit être le dernier moyen de contrainte, en fait. Bah, y a des peines qu'on a rien à faire en prison. Bah, tout ce qui est récidive d'alcoolémie, tout ce qui est... le mec, il prend 2 mois, ça sert à quoi qu'il prenne 2 mois? Je pense qu'il y a mieux à faire. Soit tu mets des grosses amendes, tu fais payer. Voilà, pour moi, la prison, ça doit être le dernier moyen de contrainte, en fait. Il y a des peines aménageables, quoi. Là, il y a des trucs qui tombent, le mec, des fois, il y a des peines, le mec, c'était en 2006. C'est bon, quoi. Le mec, il a un taf, il a une femme, des enfants. Je trouve qu'on le désociabilise un petit peu, quoi. Il peut tout perdre. Et il repart dans le système. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites différemment. Ah, je pense que indirectement, ton métier te donne des traits de caractère. Je suis quand même parti entre l'école et la nouvelle affectation. Bah, je faisais la route, donc on s'est peut-être un peu perdu aussi, ouais. Peut-être ça y a un peu joué. Sur le moment, je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça me saoule, je divorce, quoi. Voilà, point. Ouais, j'ai des regrets, ouais. Ouais, un peu quand même, ouais. Parce que je pense que, bah, justement, avec l'expérience, je m'aperçois que c'était la seule qui me comprenait, en fait. Ce que j'avais besoin de lui dire, je lui disais, quoi. Ça me faisait du bien, je pense. Et je pense qu'il n'y en a qu'une qui est comme ça pour toi, en fait, dans ta vie. Et je pense que c'était elle, et voilà, quoi, ça... C'est un échec. Je suis bien comme ça, maintenant. Parce que justement, j'ai toute ma liberté, j'ai aucun compte à rendre. Et je crois que j'aurais peut-être du mal à revivre même avec quelqu'un, je pense. J'ai mes habitudes, j'ai envie de faire ça, je le fais, j'ai envie de faire autre chose, je le fais. Donc ça me convient très bien comme ça, en tous les cas. Donc, puis moi, voilà, je me consacre à mes gamins et basta, quoi. J'ai été jeune comme tout le monde, hein, j'ai fait des conneries aussi, hein. J'ai roulé sur un scooter volé, j'ai goûté au stup, j'avais déjà fumé un joint à l'école. Enfin, voilà. J'ai conduit avec de l'alcool dans le sang. Après, tout le monde apprend la vie comme ça, hein. On ne fait pas que des bonnes choses. Je pense qu'on éduque comme on était éduqué un peu. Mais vu que j'ai été éduqué par un père qui faisait ce métier, j'aurais montré, voilà, papa il rentre là, il passe sous un portique métallique, il ne doit pas sonner, autrement il rentre pas. Et ensuite, j'ai montré le bâtiment du fond où il y a les cellules avec les barreaux. Et ouais, ça leur a fait un peu peur quand même, quoi. Un peu peur, ils n'ont pas été choqués non plus, hein. J'ai dit, voilà, vous avez vu, vous voulez finir comme ça, enfermé pendant pratiquement 18 heures. J'ai envie qu'ils aient peur, ouais, bien sûr. Écoute, moi je voulais pas faire ce métier, hein, donc puis je l'ai fait.
Après, moi, je préférais qu'il le fasse pas. Non, mais je me dis qu'il y a mieux à faire. Alors, je regrette pas. Mais je pense qu'il ouais, y a quand même mieux à faire, quoi. Arte Radio. Point. Com. C'est moi, c'est papa. On va juste se garer, faire tac. Quand j'étais à Ouni, c'est arrivé à une de mes collègues. J'étais la première à dire que je comprenais pas comment ça pouvait arriver. Parce que c'est interdit, et parce que c'est des détenus, et parce que c'est des mauvais garçons. Là, j'ai fait le truc à pas faire, quoi. Mais je sais pas, c'est l'amour, quand ça te tombe dessus, tu... Mais voilà, comme je me suis mariée avec Samuel, du coup j'ai quitté la pénitentiaire et je suis devenue femme de détenu et bientôt femme d'ex-détenu, j'espère. Ne jette pas, c'est dangereux ce que tu fais. C'est dangereux ce que tu fais. Donc il est là parce qu'il a pris une peine de 22 ans. On est ensemble depuis 6 ans, depuis le 1er avril 2010. Et on a ce petit bout qui arrête pas de courir partout. Fais attention, hein, viens, viens. Tu t'approches pas de l'eau. Hein. Ne approche pas de l'eau. Je suis arrivée dans la pénitentiaire en 2004. Le moment où ils faisaient paraître plein de pubs où la pénitentiaire change, venez la changer avec nous, enfin c'est un truc du style. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Moi, j'y voyais un truc plutôt social que répressif, donc je me suis dit, allez, soyons fous, tentons l'expérience. Tu arrives le matin à 7h, tu ouvres les portes, tu vérifies que tout le monde est bien là et vivant, hein, ce qu'on te dit toujours. Et après, tu mets en place les douches pour ceux qui ont droit, parce que c'est toujours un jour sur 2. Tu mets en place toutes les activités, les personnes qui vont travailler, la distribution du repas. Et puis, ouais, hop, c'est ça. Là, tu as un autre mirador, on voit pas la personne dedans, mais... Là, je te parie, vu qu'ils t'ont vu avec un micro, que ça a déjà été signalé dedans. Hein. C'est obligé. Ministère de la Justice, direction de l'administration pénitentiaire, centre de détention de Melun. Viens, non, on y va. Non. Si, allez, viens. Non. Voilà, c'est un jeu pour lui ici. Allez, viens. Une de mes premières nuits, il y avait un détenu au quartier disciplinaire qui se plaignait d'avoir mal aux dents. Et du coup, on y va, et puis là, je revois le premier surveillant sortir et prendre un gobelet en plastique et gratter le mur et faire sortir cette petite poudre blanche qu'il peut y avoir sur les murs de la peinture. Il a gratté. Il a mis de l'eau, donc on avait l'impression que c'était voilà, un médicament qu'on avait mis à l'intérieur. Et il lui a donné ça. Moi, je l'ai regardé à mes yeux, il a vu que j'étais surprise. Voilà, comme il m'a dit, si tu racontes ça, méfie-toi. En rigolant, mais bon, je l'ai bien compris. Et du coup, voilà, je l'ai vu donner ça et je me suis dit, waouh. En arrivant à Poissy, un univers complètement différent, des grosses peines. Une ambiance beaucoup plus calme, on va dire, que les surexcités de la maison d'arrêt. Et du coup, je me suis retrouvée à travailler au service scolaire. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Grand, musclé, un regard noir avec des belles locks. Bien foutu, quoi. Lui, il terminait le travail qu'il faisait à l'intérieur et puis il venait après le soir pour passer son bac. Donc on se taquinait un peu. Jusqu'à que je m'aperçoive que je commençais à guetter l'heure et de voir... quand est-ce qu'il arrivait, ou il avait une habitude, c'était que quand il montait l'escalier qui amenait au scolaire, c'est qu'il sifflait, donc je savais qu'il arrivait. Et voilà, et là j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui se passait. On s'est échangé beaucoup de courriers
Alors quand on pouvait de main à main, sinon il avait un de ses copains qui des fois faisait le facteur, semblant de rien. C'était assez drôle quand je voyais arriver, parce qu'il avait rien à faire au scolaire, je savais qu'il m'amenait un bouquin avec une jolie petite lettre à l'intérieur, discrètement cachée, mon gros carton. Comme j'étais toujours surveillante et qu'on avait, comme t'as pas le droit au téléphone, rien, donc on n'avait que l'écrit pour finalement pouvoir échanger. Samedi soir, il est 18h15, je viens de me réveiller. Je sais pas comment je vais pouvoir dormir ce soir. Je t'aime, tu me fais trop d'effet. J'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi, mais tant pis si ça dérange. Tu dis que t'arrives pas à avoir des petites attentions à mon égard, vu où on se trouve. Mon amour, tu dois savoir que je le vois même pas. Parce que tout ce que tu fais, même la plus banale des choses, me comble de bonheur. Sache-le, mon cœur. T'as rien à me prouver. J'ai qu'à te regarder et tout est dit. Alors ça date de quand? De mars 2011. Combien il y en a? Je sais pas. Mais c'est pas le seul carton. Presque 200, je pense, ouais. J'aime bien les bad boys. Et c'est un vrai bad boy pour le coup, physiquement et mentalement. Sa façon de voir les choses, sa façon de me regarder aussi. Il me regardait avec amour. Et je pense qu'il n'aurait pas eu ce regard-là. Je pense que je me serais jamais lancée dans cette histoire si j'avais pas vu ça de lui. Alors, qu'est-ce que je peux lire? Je vais bien les choisir, parce que je vais pas tout vous dire. Dimanche 13h35. Me revoilà, ma douce. J'ai rien fait ce matin. Je suis resté couché. Après la douche, j'ai regardé 2 films. Et je me suis fait plaisir en même temps. Tu me manques. J'ai envie de toi. Demain lundi. Heureusement, j'en peux plus. Je vais te voir, te parler, t'embrasser, te caresser. Être avec toi, tout simplement. Il avait envie de faire l'amour ce jour-là. Voilà. J'avais un choix à faire, il fallait que un choix radical un peu. Et puis je sais très bien que j'aurais pas pu rester dans cette prison avec lui aussi là tous les jours. Et au moins, ça aurait été une torture à un moment. Soit je quittais l'administration pénitentiaire, je démissionnais et je pouvais aller le voir en prison et vivre véritablement mon histoire avec lui. Soit finalement je restais surveillante et je pouvais pas vivre mon histoire avec lui parce que c'est strictement interdit. Votre attention s'il vous plaît. Les personnes ayant pris rendez-vous pour la première série des parloirs du bâtiment D1 sont invitées à se rendre au niveau de la porte d'entrée. Conformément au règlement, les téléphones portables, lecteurs MP3, clés USB ou tout autre objet électronique sont interdits à l'intérieur de l'établissement. J'étais hyper stressée de me faire reconnaître et puis de le voir lui pour la première fois en tant que femme. Contente aussi, ouais, contente de le retrouver après tous ces mois et pouvoir s'embrasser sans... Autant moi j'ai surveillé un bon paquet d'années, autant là, ouais, moi-même je me sentais surveillée, quoi, pour le coup. Faut essayer de choper le moment entre 2 rondes d'un surveillant ou choper le bon box qui est bien positionné, où il n'y a pas trop de passage. Et puis il faut surtout apprendre à faire abstraction de tout ce que tu as autour parce que faut étudier le truc en fait, tu vois, tu le fais pas dès les premiers parloirs, tu observes, tu vas regarder combien de temps il passe, après tu vas voir suivant tel surveillant, tu sais que ça va être plus simple ou pas, donc voilà, c'est plein de petites astuces comme ça. Et puis la robe quoi, parce que finalement, voilà, moi qui n'en mettais jamais, j'ai appris à en mettre pour le coup, parce que c'est la seule façon qui peut être un petit peu discrète, on va dire. T'es assise sur lui et puis t'as pas 36 000 choix en fait. Donc tu attends du bruit, tu t'arrêtes, tu discutes, voilà, c'est ça en fait. Les familles qui sortent et qui vont autant regarder qu'un maton à la fenêtre. T'as le maton qui va faire son tour mais qui va laisser tranquille et qui va pas machin. T'as toujours celui qui va te faire un... Monsieur, s'il vous plaît, avec le micro, venez nous voir, merci. On a décidé de se marier, donc c'est lui qui m'en a parlé. Alors moi j'aime bien tout ce qui est un peu exceptionnel à ce niveau-là, mais alors du coup je me suis dit me marier en prison c'est plutôt pas mal.
Le maire de la ville est venu ce jour-là, donc moi j'avais acheté une big robe de mariée qui a sonné comme pas possible, mais c'était fait exprès parce que j'avais envie de les faire chier aussi. Donc avec plein de ferrailles autour et tout. Donc on est rentré avec les témoins, on a eu le droit d'amener de quoi manger et de quoi boire. Puis on a fait la cérémonie, après on n'est pas resté longtemps, on est resté quoi, 1 heure ensemble, le temps de manger, tout ça, puis après il a fallu partir. Donc de ne pas avoir eu un moment, ne serait-ce que les deux, même pas 5 minutes, ouais, ça a été un petit peu dur. Ouais. Deux, 3 jours après le mariage, il m'appelle en me disant je suis à Ensisheim. Alors Ensisheim, il faut savoir que c'est à côté de Strasbourg, là-bas. Une nouvelle prison, encore plus loin de là où on était. Quand il est arrivé là-bas, en plus, j'ai appris que j'étais enceinte. Du coup, quand il est parti à Ensisheim, je l'ai vu les 2-3 premiers mois, mais après, j'ai pas pris le risque de faire la route ou quoi là-bas. Donc du coup, il m'a pratiquement jamais vue enceinte, à part en photo. C'est lui. Allô? Qu'est-ce que je fais? Si tu savais. Moi, ce que j'attendais d'un homme, c'est bizarrement la présence. Et voilà, ce qui peut paraître bizarre parce qu'au final, il n'est pas là. Mais j'ai eu des ex à moi qui étaient présents, mais physiquement, mais qui n'étaient pas là avec moi dans ma vie. Et ouais, je ressens vraiment sa présence au quotidien. Oui. Ben oui. On en reparlera quand tu seras là, de toute façon. Allez, ouais, on va chez Nati après, pour le week-end, ok? Allez, je t'aime, bisous. Quand j'ai accouché, j'ai demandé tout de suite un permis, parce que même à cet âge-là, ils ont besoin d'un permis pour pouvoir rentrer. Moi, j'estimais que pour faire le lien, il avait besoin de le voir tout de suite. T'es réveillée? Oui. T'as fait dodo? Oui. Oui. T'as entendu qu'on parlait de papa? Qu'est-ce que tu dois lui annoncer à papa? Que tu fais plus pipi dans la couche la nuit. Oui. Ah mais oui. Il va être content, papa. Oui, il va être content, papa. C'est le moment où il commence à se poser des questions. Alors je veux pas employer le mot prison encore. Expliquer le sens de la prison à un enfant de 3 ans, c'est pas... On est go? Oui. Zou. Fais ta tite. Samuel, il faut savoir qu'il a pris 22 ans pour homicide hein, sur son ex. J'ai caché mon histoire à ma famille parce que je savais très bien que c'est quelque chose qu'ils comprennent pas. On peut se dire que je peux ne pas être en sécurité quand il va sortir. Moi, j'ai pas peur. Je connais toute son histoire et toute sa vie en détail. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là, donc j'ai pas peur en fait, du tout. Qu'est-ce que tu fais? T'en veux pas, hein? Fais attention. Quand tu fais ça bec. Allez, descends. La pénitentiaire, c'est complètement derrière moi. J'ai changé de métier. Je suis conseillère à l'emploi. Je travaille dans l'insertion maintenant. Il pourrait sortir dans les mois qui viennent. On va rentrer à la maison? Grand max, année 2017, il sera dehors. Allez, dans ta main. Les projets, ça va être de vivre ensemble déjà, tout simplement. Arte. Après, notre grand projet, c'est de partir vivre aux Antilles. Radio. Parce qu'il a toujours vécu aux Antilles. Hein. La seule vie qu'il a en France, c'est en détention. Point. Mais il me tarde. Allez, viens. Prendre cet avion, ce sera une façon de laisser aussi tout ça derrière et de se dire, allez hop, on recommence tout ailleurs et on repart à zéro. Fais attention le trou. Passe bien les planches. Ma petite visite de ma cellule, là, je vais vous montrer. Voilà, la visite, regardez, là, c'est les chaussures.
Ça, c'est des consignes de Fred. Une peine sans téléphone portable en prison, une horreur. Au départ, ce qui est relou quand tu arrives seul en cellule, c'est que si t'as pas d'argent sur toi, et généralement, moi c'était pour trafic de stupéfiants que j'ai été incarcéré, donc ils te retirent tout l'argent que t'as, puisqu'ils en déduisent que c'est de l'argent de la drogue, donc voilà, ils les mettent sous scellé. Donc quand t'arrives à Fresnes, t'as 0 € sur ton pécule. Les temps que le mandat il arrive, c'est au moins 1 mois, donc 1 mois de galère. Moi, c'est la Manel Pistolero. Voilà, je viens du 94. Là, il est rose. Plus précisément. C'était à Fresnes. Après, j'ai fait Bois d'Arcy aussi. J'ai fait un centre de détention, Châteaudun. Et j'ai fait Fleury aussi. Le premier téléphone que j'ai eu, ça s'appelle un Yamaha Yao. C'est des petits téléphones comme ça, où il n'y a pas internet, dissimulable à la taille d'un briquet, on va dire. Et ça me servait juste à appeler ma famille, mes amis proches, histoire de pas décrocher un peu de dehors et de voilà. J'ai dû l'acheter 150 €, je crois. Un petit téléphone, mais c'est un téléphone bidon, quoi. Au départ, tu te dis, ah, au moins j'ai un téléphone, je peux appeler. Mais au bout d'un moment, tu te dis, ah, il me faut Internet, Facebook, Netflix, Insta, Snap, voilà, la base, tu vois. Bon, ensuite, je suis monté dans l'autre gamme. iPhone, le Samsung aussi. Bon, moi, dans ma cellule, j'avais au moins... J'avais 5 téléphones. Je laisse tomber, téléphone, on en avait... C'était la débandade, on avait trop de téléphones, carrément. À Fresnes, ceux qui ont des portables, généralement, la majorité des détenus. Je te mens pas, ouais. Moi, genre, franchement, 85%, 90% des gens ont des portables maintenant. Il y a plusieurs techniques pour faire rentrer les téléphones portables en prison. Généralement, ça rentre par le parloir. Il y a plusieurs téléphones qui sont plus simples à rentrer grâce à leur manque de métaux à l'intérieur. Donc, les gens passent au portique. Donc s'il y a beaucoup de métal, ça sonne et c'est plus compliqué pour les gens de le faire rentrer. Après, les jets de téléphone, on va dire. Ça marche, mais ça dépend de la prison. À Châteaudun, ça a marché, mais vraiment... il pleuvait des téléphones, il pleuvait tout ce que tu veux. Tout ce que tu voulais, tu le demandais, il venait, ça venait des parachutes, tu vois. Fresnes, pour réussir à faire ça, il faut aller au sport. Il faut être au sport, au terrain. Nous, plein de fois, on s'est fait envoyer des colis, fallait qu'on soit au terrain, fallait se descendre le téléphone. Mais ce qui est compliqué, c'est quoi? C'est quand tu vas au terrain à Fresnes, tu passes par le portique à chaque fois. Tu passes sous le portique. Donc, pour gérer les gens qui sont à l'extérieur, pour qu'ils t'envoient les colis, il faut que tu les aies au téléphone. Attends. Tourne à droite, tourne à gauche. C'est toute une petite organisation. Il y a un mec qui est en cellule là-haut, qui a la vue sur l'extérieur des murs de la prison, donc il voit tes potes qui sont prêts à jeter. Donc il leur dit non, tourne un peu à gauche, tourne un peu à droite. Ah, voilà, stop. Voilà, là tu peux lancer. Ceux qui sont sur le terrain de foot, ouais, allô, ouais, t'es là, ouais, je jette. Oh, vas-y, ok. Ceux qui sont aussi sur le terrain de foot mais qui doivent gérer le surveillant sport. Donc ils ramènent un peu, viens on va faire un petit ping-pong. Ils jouent au ping-pong, ils l'occupent un peu, histoire que le surveillant sport ne voit pas. Tu sais, c'est plein de petits trucs, une petite organisation on va dire. Parce que quand tu sors du sport, t'as les téléphones avec toi. Donc pour rentrer en cellule, il faut que tu repasses par le portique. Il y a des surveillants qui sont là, donc faut bousculer un peu le portique, faut faire passer, faut qu'un mec il fasse exprès et que l'autre il arrive à passer à côté du portique sans que l'autre surveillant le voit. C'est toute une mission, mais pas une mission impossible. Généralement après tu parles bien avec un surveillant, il t'aime bien, voilà, vous rigolez un peu. Regardez là-bas au fond, il y a le surveillant. Tu le vois ou pas, il rentre dans le bureau. Et il ressort, il ferme dans le bureau là. Tu le payes un peu plus à la sortie, tu le payes et voilà,
il te fait rentrer tout ce que tu veux. C'est les surveillants qui nous ramènent des téléphones. C'est les surveillants, ils nous les vendent et tout. Ouais. Il peut te faire rentrer de l'alcool, de la viande. Il y a des détenus qui demandent de la viande. Ouais, bah, c'est vrai que quand je dis ça, à chaque fois, ça choque les gens, mais c'est un truc de ouf. Hein. Moi, je me suis déjà fait juger, j'ai fait 4 mois de mitard. Pas en une fois, j'ai fait 4 fois. 1 mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois. C'était pour téléphone. Quand tu te fais attraper avec un téléphone, ou tu te bats, ou etc., tu passes au prétoire. C'est les gens de la prison qui sont là, et c'est un mini-jugement. Et ils me disent, vous avez un téléphone portable en prison, c'est pour vous évader peut-être. Préparer une tentative d'évasion. J'ai dit pardon. Nous, on a juste besoin de s'évader dans le sens on a besoin de se divertir. Téléphone, évasion. Non, téléphone, maman. Faut pas oublier la prison, c'est dur. C'est pas facile, c'est compliqué. Tu vois, moi, ma cellule, dans mes snaps, tu vois ma cellule. Donc, je mets un peu de musique, je danse, je rigole, ok. Dans la cellule qui est à côté de moi, c'est-à-dire il y a un mur qui sépare, et même le mur, tu entends ce qui se passe à côté. Dans la cellule à côté de moi, il y a un mec qui s'est pendu. À ma gauche, il s'est pendu. En dessous de moi, il a mis le feu à sa cellule. Et à droite, il pleurait toute la nuit. Toute la nuit, il pleurait. Il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait toute la nuit. Et Internet, c'est magique. Internet, ça nous permet vraiment de nous divertir. Et nous, à l'intérieur de la prison, mais t'imagines même pas, c'est le bonheur que c'est. Et on n'a que ça. Donc, on voit l'extérieur via ça, et on montre l'intérieur aussi via ça. Donc, en gros, c'est le pigeon voyageur de la nouvelle ère. Et quand t'es en prison et que t'as un téléphone portable, c'est sûr que l'addiction, elle est immense. Comparé à dehors, ça n'a rien à voir. Franchement, il y a tous les sites de rencontres en prison. Moi, le truc qui était marrant, c'est le réseau. C'est un numéro, en fait, que tu as sur... bon, les détenus, ils connaissent. Hein. Faites pas semblant, vous connaissez. Hein. Ce numéro de téléphone, proposé par audiolove.fr, est non surtaxé. C'est vraiment un mélange où il y a plein de gens et il y a des profils privés. Donc, en gros, toi, tu mets la Mal El Pistolero en prison. Il y a des femmes qui sont là, qui recherchent juste des gens en prison. Pour écouter les annonces, tape 1. Ben voilà, mon numéro c'est le 06 11 89 07 20. Je suis un beau black très bien monté, français d'origine camerounaise. On m'appelle Bilal. J'aimerais bien rencontrer une belle parisienne. Donc, dès qu'elle entend ça, elle entend ta voix, je sais pas si elle aime bien ou pas, boum, elle peut te demander en duo. Et quand elle te demande en duo, c'est une conversation privée. Donc, t'es au téléphone avec elle, en privé. Salut, ça va, tu fais quoi, tu vas bien, oui, ça va, ouais, t'es en prison, oui. Hein. On se donnait des rendez-vous, tous les prisonniers. Ce soir, c'est sur le réseau, hein, sur le réseau. C'est-à-dire, tous les prisonniers, on est sur le réseau, tout. Ah ouais, j'ai chopé une meuf, du truc. Ah, mais moi aussi, j'ai parlé avec elle. Parisienne, bonne fête de Saint-Valentin, comment allez-vous? Tu sais que ce réseau-là, il a marié des gens. Des mecs étaient en prison, ils ont rencontré des meufs. Elles sont venues au parloir, elles ont fait le permis de visite, elles connaissaient pas le mec. Après, ils sont échangés leurs coordonnées, etc., etc. Et au final, ils se sont mariés, ils ont des enfants. J'ai un ami à moi qui s'est marié avec une fille comme ça, qu'il a rencontrée comme ça, et ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Accès 200, s'il te plaît. Merci. Tous les jours, il y a des fouilles programmées par l'ordinateur. Eux, ils arrivent dans leur bureau, ils voient, voilà, cellule 171. Je dis ça parce que j'étais à la 171, tu vois. Voilà, dédicace. Si t'es là-bas, mon pote, t'es dans une vraie cellule. Donc, 171, et voilà, ça tilt. Ils viennent le matin, bonjour, fouille. Mais ça, c'est des petites fouilles balourdes. Voilà, il vient, il check un peu, il regarde. Si c'est pas un surveillant relou, ça dépend du surveillant que t'as du jour. Des fois, il y a une fouine, il est là, laisse tomber, chiant à mort, il va retourner ta cellule. Et il y en a des fois, fouille cellule, il regarde un peu, hop, il part. Une fois, ils nous ont fait une fouille de cellule, parce qu'un surveillant, il s'était caché dans mes snaps. Parce que moi, je snappais de la prison, de base. Et ça commençait Strasbourg, Toulouse, des gens qui m'ajoutent, toute la France.
Ah, tes stories en prison, trop bien, ouah, trop bien, merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Et un surveillant, il tombe dessus. Donc un surveillant, il se cache dans mes abonnés Snap. Et il voit ça. Donc, il en informe la direction. Le lendemain, fouille en cellule. J'avais chicha dans la cellule, j'étais bien. Tout. Ils viennent fouiller de cellule. Ils nous ont pris tous nos téléphones. Tous nos téléphones. On n'était pas prêts. On était tous au téléphone. En plus, c'était vers 10h, tu sais, le matin, je sais plus, on était tous là. Ah, ça va, tranquille. Ils sont venus d'un coup. Moi, je regardais Netflix. Je dis, oh là là. Donc, ils prennent 4 téléphones. Et moi, je me souviens, j'avais un autre téléphone. J'ai réussi à le cacher. Le surveillant, je lui ai fait un 4-4-2. 4-4-2, c'est un micmac. De 5 téléphones, on passe à un téléphone pour 3. Mais bon, tranquille, après, on avait l'habitude. Après, le surveillant, il nous en a ramené d'autres. Et voilà, tu vois, c'est reparti comme en 46, comme on dit. J'avais pas Snap avant d'aller en prison. Mais c'est mon co-détenu qui m'a dit, t'es dépassé, poto. Il me dit, donne ton téléphone, je vais te télécharger Snap, tu vas voir. Je télécharge Snap, je vois tout le truc, je Snap, je rigole, je dis, mais c'est bien les stories, je dis, ah ouais. Donc Snap, pour moi, c'était comme un peu un jeu. Moi, j'ai montré ma personnalité de comment je suis. De base, je ne pensais même pas que ça allait faire autant de buzz. Pour moi, j'ai fait vraiment ça. Pour moi, je découvre Snap, toutes les émissions de télé que je regardais, et je les revisitais. Donc, un dîner presque parfait en prison. On est en train de faire des petits beignets à la banane. Canal Football Fresnes, c'est le Canal Football Club, mais en prison. Aujourd'hui, ça sera la malle d'Afonseca. Regardez le dédoublement d'Anthony Martial, le centre fort devant le but et la parade de Thibaut Courtois. J'ai commenté les matchs de foot. Oh, retour au direct. Bon, il y avait les rois du shopping aussi en prison. Pour pas faire de fashion faux pas, j'espère que Christina me mettra dans le thème élégant pour aller au parloir. Le thème est je dois m'habiller en jogging pour aller en promenade. J'ai choisi une tenue, un jogging vêtu de noir et de blanc. Franchement, j'ai bien aimé le style black and white, classique. Il sait s'habiller, non, le type pas du coup. Touche pas à ma prison. Bienvenue dans TPAMP, touche pas à ma prison. Je les vois tous autour de la table avec des yeux écarquillés. Et oui, les amis, on va accueillir un ancien de la mafia qui vient d'écrire son livre, ça vient de sortir. Et croyez-moi, vous allez pas être déçus. Franchement, j'ai fait beaucoup d'émissions. Et boum, ça buzz. Et c'était pas beaucoup, mais j'étais à plus de 150 000 personnes, tu vois. Et Facebook, j'ai fait plus d'1 300 000 vues sur la première vidéo. Après, j'ai fait des 500 000, des 700 000, des... Il y a beaucoup de mères, de personnes incarcérées qui m'écrivent. Merci, ça me rassure. Je vois que la prison, c'est pas aussi terrible que ça. Physiquement, mentalement, venir au parloir, ils attendent des 1 heure dans les salles d'attente. Ils voient leur fils 1 demi-heure, et ensuite, 1h30 encore pour repartir. C'était plus compliqué à vivre pour ma famille, tu vois, à l'extérieur, et pour beaucoup de familles aussi. C'est compliqué à vivre pour eux que nous à l'intérieur. Nous, on va au sport, on joue au foot. Hey, tu joues au foot demain? Tu joues au foot demain? Olivier Giroud! Toute la famille des détenus qui me disait franchement, merci pour tes vidéos, ça me rassure un peu, je vois que la prison, c'est pas si terrible que ça. J'ai vu aussi beaucoup de commentaires où il y a des gens qui disent, mais la prison, c'est le centre de loisirs, c'est le centre aéré, ça doit être trop bien. Moi, si je suis un père de famille, et je vois que mon enfant, il commente une vidéo où un mec, il est en prison, et que mon fils, il met sur ce commentaire-là, ça doit être trop bien la prison. Indirectement, je vais en vouloir un peu à la personne qui a fait cette vidéo. Parce que je vais me dire, il est en train d'inciter mon fils à aller en prison ou quoi, lui? Ce con. À la douche, Inch'Allah. C'est vrai que ton co-détenu, ça devient ton frère. Parce que vous êtes dans la même galère, on reste soudés, c'est important. Et quand on sort, bien sûr qu'on reste en contact. C'est la base. On reste en contact. Le premier qui sort, il appelle l'autre. Tu les tiens toujours au courant. Après, ça dépend. Il y a des co-détenus,
La prison, il y en a qui la vivent bien, il y en a qui la vivent mal. S'il la vit bien, tu lui montres tout. Ah, regarde mon pote, je suis là, tu lui montres... Des trucs tout bêtes, hein. Des fois, nous, on était en cellule, on se disait, laisse-moi juste tout seul, en voiture sur le périphérique. Juste, je fais un tour du périph' et je rentre à Fresnes. Y a pas de problème, je rentre en prison, je m'en fous. Juste, je veux faire un tour du périph', tranquille. Tu sais, des trucs tout bêtes. Arte Radio. Et donc, quand tu sors, moi, je sortais, je montrais à tous mes co-détenus, je snap, voilà, je suis là, je fais ci, je fais ça. Ils me disent, ah ouais, lourd. .com. Ça leur permet aussi de s'évader. En général, quand je dis ce que je fais dans la vie, psychologue en maison d'arrêt pour hommes, il y a les gens qui vont trouver ça incroyable, que je travaille en prison, et vraiment, heureusement qu'il y a des gens comme moi. Il y a ceux qui sont offusqués en fait, et qui disent mais comment tu fais pour travailler avec des types pareils, moi à ta place, je supporterais pas, il y a tellement de besoins d'aide ailleurs, etc. Et il y a aussi ces gens qui sont très excités, et qui ont envie d'anecdotes. Est-ce que tu vois des violeurs ? Est-ce que tu as rencontré des pédophiles ? Est-ce que tu es toute seule pendant les entretiens avec eux ? Ça, c'est toujours une question. Oui, je suis toute seule avec eux pendant les entretiens. Et en fait, je ne recevrais pas un homme si j'étais persuadée qu'il allait pouvoir me sauter dessus. Enfin, je ne pourrais pas travailler, il ne pourrait pas se mettre au travail. Donc non, il n'y a personne derrière la porte, non, il n'y a pas une caméra sous la table, dans l'angle du mur, non. Il y a un bouton pressoir dans mon bureau, apparemment sur lequel je pourrais appuyer en cas de drame. Bon, j'imagine qu'en fait, de toute façon, s'il y avait un drame, j'aurais pas le temps d'appuyer sur le bouton pressoir. Et accessoirement, ça m'embête un peu, moi, qu'il y ait ce bouton, parce que je trouve que ça teinte d'emblée la rencontre du fait que je pourrais potentiellement avoir besoin d'appuyer sur ce bouton. La prison, c'est pas l'hôtel. Un podcast de Daphné Turpin, réalisé par Charlie Marcelet. Avec une musique originale de Vincent Lépinaud et Charlie Marcelet. Pour le podcast Profil sur Arte Radio. Je m'appelle Claire, je suis psychologue en maison d'arrêt pour hommes. Ce qui est toujours compliqué quand on raconte des histoires comme ça, c'est qu'on les raconte avec sa réalité à soi et avec son prisme à soi. Moi, mon prisme, c'est celui du soin, c'est de garantir la dignité, le respect de la vie humaine. J'essaye au maximum de dire c'est des hommes, j'essaye de pas penser que c'est des détenus. J'ai besoin de connecter à autre chose que les actes pour lesquels la personne se retrouve assise en face de moi. Quand j'ai alerté sur les conditions dans lesquelles je travaillais, dans les conditions dans lesquelles mes patients évoluaient, de la non-garantie des droits fondamentaux de ces personnes-là, on m'a répondu qu'il y avait 2 options pour moi, soit mettre des œillères, soit partir. Moi, je suis pas venue à 30 ans pour mettre des œillères, quoi. J'ai environ 30 à 40 minutes de RER pour aller travailler, ce qui est pas mal en soi parce que ça permet aussi d'avoir un sas pour se mettre dans l'ambiance pour aller travailler. Tout le temps, ensuite, pour arriver à mon poste de travail, ça peut mettre 10 minutes comme 45 minutes. Je dois à la fois déposer mes affaires parce que je n'ai pas le droit de rentrer avec mon téléphone portable et tout élément électronique ou des objets type couteau, etc. qui pourraient me servir pour mon déjeuner, par exemple. Et j'ai ensuite 1, 2, 3, 4 postes de contrôle avec des agents de la pénitentiaire. En fait, c'est un grand couloir très froid avec une succession comme ça de portes, des portes à barreaux, des portes opaques. C'est blanc, ça peut être un peu sale, y a du carrelage, y a des vitres. Vous voyez les vitres d'un abri de bus un peu abîmées, un peu opacifiées là ? Et ben, il y a plein de vitres qui ressemblent à ça. Alors on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est des rayures ? Est-ce que c'est des griffures ? Ça laisse un peu imaginer tout et n'importe quoi.
Quand un homme arrive en détention, il est d'abord au quartier des arrivants. C'est une aile spécifique, en fait. Les hommes arrivent, ils sont dans une première cellule, éventuellement avec 1 ou 2 codétenus. Aujourd'hui, il s'avère qu'on peut aller jusqu'à des triplettes. Donc, triplette, c'est 3 détenus dans une cellule. Des quadruplettes, donc 4 détenus dans une cellule. Donc, c'est des cellules où il y a un turnover assez important. Et ils racontent, en tout cas, que des fois, ils n'ont pas de couverture, qu'ils arrivent, il n'y a pas de plaque électrique, il n'y a rien à manger, il y a des cafards qui grouillent de partout. J'ai un de mes patients qui me raconte que... Alors, il prend ça avec sa jeunesse, j'ai envie de dire, et avec beaucoup de légèreté. Mais il me raconte qu'ils font la chasse aux cafards, quoi. Qu'il a éclaté 150 cafards la nuit dernière. Et il essaye de raconter ça avec un peu d'humour et de légèreté. Je pense que si on se dit que concrètement, on s'endort avec des cafards qui grouillent partout autour de soi, y a des raisons d'aller très très mal, quoi. Moi, j'ai un bureau qui est situé au sein de l'unité médicale de la maison d'arrêt, donc c'est l'unité sanitaire. Donc en fait, au sein de cette unité, il y a à la fois des professionnels qui travaillent du côté somatique, donc des infirmiers, 2 médecins généralistes, des dentistes, et il y a aussi une équipe de psychologues et, j'ai envie de dire, un psychiatre plus ou moins psychiatre et un psychiatre plus ou moins là. Toute personne qui arrive sur la maison d'arrêt va passer par l'unité sanitaire. Moi, je dois repérer les éventuels troubles psychiatriques de la personne. Je dois lui évoquer l'offre de soins dont il peut bénéficier sur l'unité sanitaire. J'ai un espèce de questionnaire, alors franchement, je m'y fie pas beaucoup, pour savoir l'âge, la composition de la famille, est-ce qu'il y a des consommations, est-ce qu'il y a des antécédents psychologiques. Vous voyez, c'est ce genre de questions-là, comment il se sent, son angoisse. Une de mes missions, à ce moment-là, ça va être d'évaluer le risque suicidaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... C'est ce qu'on appelle le choc de l'incarcération. Mais l'incarcération, c'est un truc violent. Il y a des gens, ils font des diabètes, ils déclenchent un diabète suite à leur arrivée en détention, tellement c'est hardcore, quoi. Un détenu, en tout cas dans la maison d'arrêt dans laquelle je travaille, a 3 douches par semaine. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, des fois, je prends 2 douches par jour. Alors, je suis désolée pour la planète, mais oui, je prends des fois 2 douches par jour. Pourquoi il n'y a que 3 douches par semaine ? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de détenus pour le nombre d'installations. Alors, il y en a qui arrivent soit parce qu'ils ont des maladies de peau, type eczéma, etc. Ils ont ce qu'on appelle des douches médicales. Donc... super, quand on a du psoriasis, on peut se doucher tous les jours. On est loin de Orange is the New Black, il n'y a pas de réfectoire où il y a tout le monde qui est en orange et qui mange avec son plateau repas, avec la télé derrière. En fait, les détenus, ils vivent dans leur cellule. À part les temps de promenade, de parloir, de consultation, de rendez-vous avec un professionnel sur la maison d'arrêt, le détenu, il est en cellule. Donc, il y mange, il y dort, il s'y détend, il fait du sport, il y rumine. Voilà. La cantine, en fait, c'est la nourriture qui est amenée dans les cellules. On amène un repas aux détenus, donc dans des espèces de grands containers là, qui circulent. Et il y a distribution du repas avec un plateau. Régulièrement, ils n'ont pas assez de plateaux pour le nombre de détenus de l'étage. Donc comment on fait ? Alors évidemment, il y a des détenus qui ont des revenus, qui ont des familles, qui ont des proches qui les soutiennent. Et en fait, ils ont un espèce de compte bancaire. Avec cet argent, ils peuvent acheter plus de produits. Mais il y a des hommes qui sont en situation extrêmement précaire et qui n'ont pas d'argent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les indigents. Et donc, c'est des personnes qui reposent uniquement sur ce qui est donné à déjeuner ou à dîner par l'administration pénitentiaire. J'ai un de mes patients, notamment, qui me dit, avec beaucoup d'humilité, il ne s'agit pas du tout pour lui de venir chercher quelque chose. Il n'est pas en train de me demander si j'ai pas un Kinder Bueno dans mon sac. C'est pas du tout ça. Mais il me raconte qu'il a faim. Tous les détenus ne travaillent pas en prison. Travaillent qui le souhaitent déjà. C'est pas obligatoire.
et travaillent ceux qui arrivent à travailler. Il n'y a pas assez de postes pour le nombre de détenus qui aimeraient travailler. Il y a différents types d'activités. Il y a des détenus qui travaillent pour la vie au sein de la maison d'arrêt, qui sont responsables de la distribution des repas. Il y en a d'autres qui sont les auxis, c'est ceux qui gèrent toute la question de la propreté. Et après, il y en a par exemple qui vont travailler aux ateliers. Et donc là, ils peuvent confectionner des choses. Ça dépend aussi des maisons d'arrêt. Il y a des mises sous pli, il y a des mises en carton. C'est très différent. Je sais que certains détenus travaillent en partie pour rembourser par exemple les amendes auxquelles ils sont exposés dans le cadre de leur jugement. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, parce que nous ça se passe pas comme ça quand même dans la vie ordinaire, c'est que à chaque fois qu'un détenu il a envie d'adresser une question, la majeure partie du temps il faut qu'il écrive. En prison, il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas écrire, qui écrivent mal ou qui ne parlent pas français. Vous avez envie de vous inscrire en tant que détenu à l'activité éloquence, il faut que vous trouviez une feuille et un crayon et que vous puissiez écrire et réécrire, parce que vous n'êtes pas le seul à écrire, pour espérer que la personne qui est responsable du courrier ait bien réussi à faire arriver le courrier à la personne à laquelle vous vouliez adresser votre courrier. Moi, mon travail, c'est un accompagnement des personnes dans le cadre de leur détention, dans une réflexion autour d'eux-mêmes et de réfléchir à la sortie. Parce que l'incarcération n'est qu'un temps, c'est un moment d'une vie et ensuite, il y a un retour à la vie normale. Revenir en détention, c'est pas un objectif de vie, c'est pas une carrière toute tracée, c'est pas un plan de vie sur des années. Parce que moi, j'ai certains de mes patients qui racontent à leurs enfants qui travaillent à l'aéroport. Parce que ça ressemble, en fait. Il y a des portiques, il y a des hommes en uniforme, tout ça. Et donc, du coup, ils racontent à leur enfant que papa, il est à l'aéroport et que du coup, il peut pas, il est au travail, donc il peut pas être à la maison, il est sur une mission très, très importante, voilà. Et à partir de ce moment-là, il y en a qui viennent chez le psychologue parce qu'ils ont envie de trouver des outils pour faire autrement. À la maison d'arrêt, il y a quand même une majorité des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Il y a des styles de personnes très différentes. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus armés que d'autres pour pouvoir se mettre au travail, réfléchir à leur vie, réfléchir à leur action, réfléchir à leur histoire, réfléchir à leur parcours. Il y en a pour qui venir parler est complètement contre-productif. Et donc c'est à moi, en tant que psychologue, d'arriver à déceler si c'est plus quelque chose autour de la jouissance de répéter et de raconter des faits d'une horreur inouïe, et donc de les revivre, plutôt que de véritablement se mettre au travail et de vouloir que ça s'arrête. Je dirais que mon style, en tout cas, a été beaucoup autour de la question de l'humour, de la dédramatisation de certaines choses, effectivement, de « c'est pas bien, je suis un dealer ». Ah bon, quelle différence entre travailler pour l'industrie de l'alcool ? Quand on arrive à gérer des business pareils, où on fait venir de la cam du fin fond de l'Amérique latine jusqu'en France, en passant par des ports, dans des containers, qu'on réfléchit. Moi, on m'a raconté comment planquer de la cocaïne dans des tomates. C'était d'une créativité inouïe. Je sais que j'ai ce truc de dédramatiser la rencontre. Ouais, bon, vous dealez du shit. Ouais, bon, vous gérez une organisation pour faire venir de la cocaïne de Guadeloupe. Vous êtes un homme d'affaires, quoi. C'est des choses comme ça que je pouvais renvoyer pour essayer de dire moi, je suis pas juge, je suis psychologue. Je suis là pour travailler avec la réalité psychique de la personne et essayer qu'elle souffre moins et qu'elle fasse moins souffrir les autres. Mon baromètre, c'est plus on fait descendre la souffrance qui est générée par le comportement de quelqu'un, plus je réussis mon travail. Une des choses qui m'a marquée, c'est que très peu des hommes que j'ai rencontrés au sein de la maison d'arrêt avaient l'habitude de parler de leur sexualité. C'est quelque chose qui, je pense, est très éclairant quand on parle aussi d'hommes qui sont privés de tout rapport sexuel, ou en tout cas qui sont théoriquement privés de tout rapport sexuel. Je pense que c'est aussi important d'ouvrir la porte pour parler de ces choses-là. Même si c'est très lourd comme travail, j'ai aussi tellement de moments
où c'est riche, c'est précieux. J'aime bien dire que des fois, je fais de la conversation thérapeutique. C'est des entretiens qui sont animés, c'est de la discussion, il y a plein de débats. Et ouais, on a eu des fous rires avec certains patients. Il y a eu plein de moments très vivants, très riches. Et je pense qu'ils ont été très précieux des deux côtés, pour eux et pour moi. Aujourd'hui, il y a un fait, c'est qu'on a fermé des lits d'hospitalisation en psychiatrie et qu'on a augmenté le nombre de lits en détention. Alors on l'a augmenté en multipliant les lits peut-être dans les cellules déjà existantes. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 15 pour comprendre qu'il peut y avoir un lien entre surpopulation en détention et baisse du nombre de prises en charge en fait en milieu ordinaire en psychiatrie. Il y a des personnes qui se retrouvent en détention, qui ont certes commis des actes graves, mais qui ont un état psychiatrique qui nécessite une prise en charge médicale très forte. Il y a cet homme que j'avais été voir avec une infirmière directement dans sa cellule parce qu'il allait pas bien du tout. C'était quelqu'un qui était plutôt très jovial, qui faisait beaucoup lien entre les détenus, qui apaisait les tensions entre les détenus et les agents de la pénitentiaire. Et là, il était complètement prostré, il avait l'air de parler tout seul en cellule, il jouait avec ses chaussettes, voilà, quelque chose de très compliqué. L'entretien donne pas grand-chose, on essaye de le sortir, etc. On arrive finalement à l'amener jusqu'à l'unité sanitaire. Et là, il y a quelque chose d'une rencontre qui se fait un peu. C'est compliqué, il est effectivement très mutique, il est très rigide, mais quand même, il y a une rencontre. Cette personne, après, repart dans sa cellule et on attend que le psychiatre puisse le voir le lendemain, parce que le psychiatre n'est pas là. Donc, il ne peut pas y avoir d'évaluation en urgence de l'état psychiatrique de cette personne. Et en fait, cet homme, dans un acte délirant, a attaqué un des agents de la pénitentiaire. À cause de ça, évidemment, il est mis au quartier disciplinaire ou au mitard, suivant comment on en parle, parce qu'il a commis quelque chose de répréhensible au sein de la maison d'arrêt. Il a attaqué un de nos collègues. C'est quelqu'un qui, lors de l'entretien arrivant en prison 3 ou 4 années auparavant, avait dit qu'il était pris en charge dans un centre médico-psychologique, qu'il était diagnostiqué avec une pathologie mentale, et qu'il avait un suivi et des traitements, mais qui refusait, lors de son incarcération, de renouveler la prise de traitement et la prise en charge médicale. Là où il y a un loupé, c'est qu'au vu du nombre de patients qui sont détenus, nous, on ne peut pas courir après, re-regarder qui avait dit quoi au moment des arrivants. À ce moment-là, il y a quelque chose qui ne peut pas s'enclencher. Cette personne fait son parcours de peine classiquement, ne revient pas à l'unité sanitaire parce qu'il n'en a pas besoin. On peut se dire que peut-être, si on avait fait ce travail d'essayer de faire du lien avant que ça redégringole, on n'en serait pas arrivé à ce qu'un de nos collègues se fasse agresser et on n'en serait pas arrivé à ce que cette personne qui avait déjà ses habitudes en détention, qui avait apparemment une détention plutôt calme et qui se passait bien, fasse quelque chose d'insupportable. Et donc, il y a une pharmacie où est organisée la délivrance des traitements, qui peuvent être des traitements somatiques et des traitements qui peuvent être aussi des traitements psychiatriques. Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on est en fait beaucoup en sous-effectif. Notre pharmacienne portait à bout de bras la gestion de 950 détenus, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au vu du manque de personnel, les traitements n'arrivent pas jusqu'aux cellules. Et donc, il y a des détenus qui se retrouvent en situation de rupture de traitement. Alors ça va quand c'est votre petit Doliprane parce que vous aviez un peu de fièvre. Mais quand il s'agit d'un traitement parce que vous êtes atteint d'une schizophrénie par exemple et que sans votre traitement vous vous êtes soumis à des hallucinations visuelles, acoustico-verbales, et bien là c'est autre chose en fait d'être pendant 2-3 jours sans son traitement.
quelqu'un qui n'a pas son traitement pendant plusieurs jours, il peut être resoumis à des angoisses très importantes. Il peut en fait y avoir de nouveau une majoration de ses symptômes et en fait, il retombe en grande souffrance. Alors ça peut être une souffrance qui lui est que individuelle, j'ai envie de dire, donc avec des angoisses massives, des terreurs nocturnes, mais ça peut aussi avoir un impact sur un risque de passage à l'acte qu'on appelle auto-agressif, donc tourné vers soi-même, ou hétéro-agressif, donc tourné vers l'autre. Sur la maison d'arrêt dans laquelle je travaille, il y a des tentatives de suicide hebdomadaires. Et il peut aussi y avoir une augmentation des risques de passage à l'acte hétéro-agressif. Parce que imaginez quelqu'un qui a un délire de persécution. Et donc toute personne qu'il rencontre peut être potentiellement un danger. Alors nous, ça nous paraît complètement hors réalité, évidemment. Mais en cas de rupture de traitement, peut se raviver en fait ces symptômes d'angoisse, de peur et donc du coup d'attaquer pour se protéger soi-même. Ça reste intolérable, en fait, que, par exemple, un agent de la pénitentiaire ou une soignante se fasse attaquer dans le cadre d'une décompensation psychiatrique. J'ai un de mes patients qui a des traitements type antidépresseurs, anxiolytiques, et qui un jour arrive dans mon bureau et qui m'explique qu'il n'a plus ses traitements depuis 10 jours. Je le vois, il est pas bien, il est angoissé, il s'est gratté. Autant il y a des fois, je le vois, il va mieux. Ça se voit à pas grand-chose, hein, mais il a les cheveux propres, il est soigné, il s'est habillé, il a changé de pull, il sent bon. Mais là, je le vois, il est avec un pull dégueulasse, je sais pas trop ce qu'il a dans les cheveux, il est très très cerné, il fait très abîmé, il fait presque grignoter. Et là, il me dit, mais moi, je vais me couper. Je vais me couper si j'ai pas mes traitements, là, je pète un câble. Et là, il me sort une lame de rasoir en entretien devant moi. Et il la sort de sa chaussette. Alors aussi, c'est génial parce que les portiques de sécurité, je sais pas ce qu'ils sécurisent. Bon, alors c'était pas du tout dirigé contre moi. Mais là, je le vois, il est avec sa lame de rasoir. Il me dit, je vais me cutter, en fait. J'en peux plus. Je me retrouve à négocier une tentative de suicide, la différer. Je lui dis, bon écoutez, là on est mardi, je fais mon bon pour le psychiatre, parce que la communication n'est absolument pas fluide avec mon collègue, et donc du coup je lui fais des bons, des petits papiers roses, où je lui écris le numéro d'écrou du détenu, son âge, son nom, son prénom, et je lui dis, voilà, est-ce que vous pourriez le recevoir, parce que là il est en rupture de traitement depuis 10 jours, il y a une majoration de ses angoisses, et c'est accessoirement un patient qui a un risque suicidaire très élevé. Donc, me voilà en train de négocier la tentative de suicide, la différer. Je lui dis, bon, on est mardi, je vous propose que si d'ici samedi, vu que le psychiatre ne reviendra pas après, si vous n'avez pas eu votre traitement, ok, vous pouvez tenter de vous suicider. Mais sinon, vous êtes obligé d'attendre vendredi. C'est quand même un move, hein, de faire ça dans une vie. J'ai juste à croiser les doigts parce que mon patient, je sais il l'a déjà fait, je sais qu'il va se scarifier ou je sais qu'il va faire une tentative de suicide avec sa lame de rasoir. Ce qui est compliqué, en tout cas pour moi, en tant que psychologue en maison d'arrêt, c'est le sens que je mets sur mon travail. En fait, moi, je propose quoi ? Moi, je propose 30 à 40 minutes d'entretien dans une vie de quelqu'un qui vit potentiellement à 3 à 4 dans 10 mètres carrés, qui peut pas se doucher tous les jours, qui est privé des relations avec les gens qui lui font du bien, qui a potentiellement commis des actes violents. Pendant 30 à 40 minutes, je suis là face à un humain et je lui dis que moi je suis une humaine et qu'on se rencontre autour de ça et que c'est ça qui nous réunit, que c'est ça qui fait matière commune entre nous. Je lui propose de me parler de l'horreur de ce qu'il vit dans la prison, du fait qu'il peut potentiellement avoir faim, qu'il peut souffrir de ne pas avoir de nouvelles de sa famille, que effectivement il peut se questionner sur qui il est, d'où il vient, d'où il va.
Et sauf qu'après, il retourne en cellule, il retourne se balader qu'1 heure, éventuellement au mieux dans la journée. Éventuellement, il se fera casser la gueule dans les couloirs. Éventuellement, il se fera quitter par sa femme parce qu'elle en aura marre, parce que ça sera sa 12e incarcération. Et je trouve ça compliqué. Parce que moi, j'ai pas confiance dans la qualité des soins qu'on propose. J'ai même l'impression d'être rentrée dans un truc un peu pervers. C'est que on dit toujours que pour commencer une psychothérapie, il faut qu'il y ait un environnement qui le permette. Parce que se mettre au travail psychiquement, c'est quand même aller fouiller dans la mélasse. Quand on vit dans des conditions aussi précaires, aussi violentes, moi je vois pas comment on peut se mettre au travail dans des choses très profondes. Des fois j'ai même peur de rajouter du mal dans une situation qui est déjà extrêmement instable et fragile. Il y a des moments, je suis convaincue que je suis responsable de la médiocrité de mon travail, alors qu'en fait, je suis prise dans un système qui est beaucoup plus grand. Et je me souviens d'une discussion avec un de mes patients qui me parlait du fait qu'il avait fait du foot, qu'il avait voulu être joueur professionnel de foot, qu'il avait surinvesti ça, avec 3-4 entraînements par semaine, plus des matchs. Et en fait, j'ai de nombreux de mes patients qui m'ont raconté qu'au moment où ils ont compris qu'ils n'allaient pas devenir le futur Kylian Mbappé, c'est là où il y a eu une grande chute et c'est là où il y a eu un détour qui les a amenés vers le deal et les pratiques illégales. Et je me souviens qu'avec ce patient, j'ai discuté de pourquoi il a fait du foot. Et je lui dis, mais est-ce que vous aviez le choix de faire autre chose que du foot ? Et je crois que c'est la question à des moments aussi des offres qu'on fait aux gens et des options qu'on leur propose. Quand on grandit au fin fond d'une banlieue du 93, qu'on vient d'un milieu un peu précaire, qu'on vit par exemple à l'hôtel ou dans un tout petit appartement avec toute sa famille, je suis pas sûre qu'on ait le choix de multiplier les lieux d'expressivité, que ce soit à travers de l'art ou chez un psychologue ou à l'école. Et qu'en fait, le sport, c'est aussi une manière de se décharger, c'est une manière de pas être à la maison, donc d'être quelqu'un de moins à la maison. Il y a quand même quelque chose à interroger de notre société et que non, on n'est pas dans un pays d'égalité des chances chez les enfants. Peut-être que c'est beaucoup mieux qu'ailleurs, et j'en suis convaincue, mais on ne peut pas non plus s'en vanter. Du coup, j'ai décidé de quitter mon poste parce que c'était devenu trop violent et j'étais plus en mesure d'écouter. Puis j'étais dans un état, j'avais des cernes jusqu'au nombril et je tremblais quand même beaucoup et je pleurais quand même beaucoup. Mais des fois j'avais envie que mes patients ils se rebellent quoi. Et puis moi j'avais envie de me rebeller à tel point contre la hiérarchie. Moi j'ai touché ma limite à moi et ça a été difficile de la reconnaître. Et je suis partie, j'ai quitté des collègues avec qui j'aimais bien travailler pour certains, qui font du bon boulot et je suis contente aussi de savoir que des hommes qui vivent des situations pareilles d'incarcération, il y a encore des bons professionnels qui vont pouvoir les accompagner et les accueillir. Mais ça reste douloureux pour moi de me dire qu'ils le font dans ce contexte-là. Arte Radio. Qu'aujourd'hui, je travaille à temps plein en pédopsychiatrie, dans un hôpital, dans une banlieue assez défavorisée, auprès de familles qui vivent des événements de vie très compliqués et on est des équipes où je pense qu'un travail est possible.